dans ce domaine. Si vous permettez, je voudrais revenir sur les lieux de la tragédie. Vous avez dit que vous avez eu la possibilité de parler avec les témoins en Italie. Et avec Madame Fontaine. Oui. Est-ce qu'à part ce monsieur, vous avez pu parler avec d'autres témoins ou petits-fils de témoins de l'époque? Mais quand j'ai commencé les recherches, ils étaient tous morts. Mais les descendants, pas les descendants, M. Fontaine était le petit-fils. Pas M. Canalas, qui était le responsable de l'association des historiens d'Aigues-Mortes. C'était un vieux monsieur qui m'a dit, il était déjà né, mais il était tout petit. On en parlait chez moi à Montcouvert. Il fallait que nous, les enfants, on ne sache rien. Mais quand même, on savait que quelque chose s'était passé. Donc il m'a aidé, quoi. Hein. Comme je dois dire actuellement, il y a Monsieur Urbe, qui était l'historien Aigues-Mortais, qui collabore avec moi quand je lui pose des questions. La rue Untel, où il y avait le tambourinaire, qui s'appelle maintenant comme ça. Est-ce qu'à l'époque ça s'appelait comme ça? Lui, il le sait, moi je ne peux pas le savoir. Et lui, il me répond. Mais un jour, il m'a dit, mais ne dites pas que c'est moi qui... C'est un travail scientifique, mais quand même, la pression est telle que moi, je cherche à, comment dirais-je, à briser cette glace. Je fais le possible. Par exemple, mes archives personnelles, je les ai données à la mairie d'Aigues-Mortes. Eh bien, ça me paraît évident. Quel est le sens que je les garde, ces photocopies de tous les documents? Ça n'a aucun sens. Si j'en ai besoin, à la limite, je vais à Aigues-Mortes, c'est pas grave. Mais là, elles sont à la disposition de tout le monde. La photo que vous avez vue de la personne avant d'être enterrée, je l'ai eu avec beaucoup de difficultés. Pourquoi la garder chez moi? Je l'ai donnée à l'association des historiens d'Aigues-Mortes. Elle se trouve au petit musée qu'ils ont à la porte Saint-Antoine. Vous pouvez la voir, ça me paraît normal. De même, j'avais préparé une expo sur les événements financée, je tiens à le dire, par la région, pas par moi. Enfin, j'avais travaillé gratis, enfin, peu importe. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec cette expo? Parce que les gens de la région ramènent là en Italie. Mais non. Alors, je vais à Aigues-Mortes, je la donne au maire. Le maire dit, mais est-ce qu'on la met dans les remparts? Il y a bien la tour de Constance. Il y a un souvenir de l'intolérance religieuse, un souvenir aussi pour l'intolérance. Je n'étais pas fichu de la faire exposer, parce que la directrice ne veut pas. Il n'y a rien à faire. Et encore, ce processus. Le maire a promis que tôt ou tard, enfin, cette année, on va mettre les deux plats. J'espère que ça serait. Et je ne veux pas oublier, puis je finis, un romancier ni moins, Christian Ligier. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Auteur, entre autres, d'un livre magnifique sur Nîmes qui s'appelle Visa pour Nîmes. Enfin, si on veut savoir, la ville de Nîmes, elle dit tout, à mon avis. Bon, ce livre, c'est un roman qui s'appelle La nuit de Pharamond. Pharamond et Aigues-Mortes, c'est une localité à côté d'Aigues-Mortes. Enfin, et c'est l'histoire d'un chercheur italien qui arrive à Aigues-Mortes, il va aux archives, à la bibliothèque. Et là, la bibliothécaire est très jolie, lui aussi. Et, bon, les recherches, c'est mon histoire, avec cette différence près que je ne séduis pas la bibliothécaire, et je ne suis pas aussi beau que le chercheur, imaginez pas. Voilà. Au-delà de cette petite histoire, il fait connaître au grand public ce qui s'est passé avec Aigues-Mortes. Parce que les essais, quand même, c'est limité. Un roman, je crois qu'il faut ôter son chapeau devant l'opération de Christian Ligier, qui est ni moi et pas Aigues-Mortais. Il y a des questions d'ailleurs. Pouvez-vous nous parler du jugement? Comment on en est arrivé à les acquitter? Oui, volontiers. Alors, donc, le procès aurait dû avoir lieu à Nîmes, mais pour des raisons officiellement, à Nîmes, on avait créé, à Nîmes, dans le Gard, un comité de défense des accusés, des inculpés. Donc, on préfère le déplacer à Angoulême. Et l'historien français, je ne sais pas quel titre, il dit que c'était parce qu'à Angoulême, il y avait
des juges qui étaient plus sensibles aux directives du ministère de la justice, disons, du garde des Sceaux. Ça, il le dit, mais il n'y a pas de preuve. N'empêche que déjà, l'instruction est très difficile. Parce que les vrais responsables n'étant pas pour la majorité aiguimontés, ils avaient déguerpi, ils n'étaient plus là. On sait qu'un monsieur avec une chemise rouge et un chapeau d'un certain type avait tiré sur les Italiens à plusieurs reprises, mais on ne l'a plus vu. Qui c'était cette personne? Donc le sentiment des aiguimontés, c'est que l'instruction fait des injustices. Ils attrapent ceux qu'ils peuvent et pas les autres, les vrais responsables ou d'autres responsables. Évidemment, ils disent les vrais responsables. Donc au départ, il y a ça. À Angoulême, on arrive au 27 décembre de la même année, donc juste après Noël. Personne ne veut faire partie de du jury. Personne. Tout le monde est malade. Certificat médicaux, tout. Et donc le tribunal est obligé d'obliger. Et les gens qui sont obligés ne sont pas contents d'y être. Donc ils assistent au débat pendant 4 jours. Il y a beaucoup de presse. L'envoyé du Figaro, qui était un spécialiste des procès, qui fait un livre d'ailleurs après sur les procès de l'année, qui se vend à Noël comme les petits pains parce que les gens sont contents de lire les grands procès Panama. Lui, il dit, dès qu'il voit Jordan, on dit voilà le vrai responsable. Voilà. Lui, avec son regard sournois, c'est lui le responsable. C'est lui qui a commencé. Et après, les Français ont vengé le sang versé le premier. C'est ça, les leitmotiv. Et puis à la fin, c'est lui-même qui dit, mais c'est scandaleux quand il y a l'acquittement général, parce que le déroulement du procès montre bien qu'il y a eu un véritable massacre. Mais il y a une lettre du garde des Sceaux qui dit, attention, ce n'est pas un procès comme les autres. Là, c'est l'intérêt national qui est en cause. Donc, il laisse entendre qu'on ne parle pas de massacre, qu'on parle plutôt de bagarre. Et la presse parle de l'affaire Giordano, voilà, et entre. Giordano d'abord, le Cromir après. Pour vous dire, le journal d'Angoulême, le Matin Charentais, c'est toujours le même, qui était assez nationaliste, publie des articles que les jurés lisent sans aucun doute, parce que c'est des boutiquiers d'Angoulême, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, ils lisent le journal. Et puis il y a une revue de la presse où toute la presse boulangiste est présente, pas l'autre. Donc, un martèlement pour l'absolution. Le sang français verse le premier. Et puis, d'autres aspects, c'est le comportement de la diplomatie italienne. Quand le consul à Marseille, Durand s'appelait, écrit à l'ambassadeur à Paris, il lui dit, mais monsieur l'ambassadeur, au procès, il n'y a qu'un seul avocat qui défend le pauvre Giordano. Alors que côté français, il y en a 16. Ça serait bien d'en prendre encore un ou deux. Vous savez ce que l'ambassadeur répond? Ça, je le reporte, parce que c'est une lettre officielle. Ah, les Français, il ne faut pas les provoquer. Il ne faut pas les provoquer. Ce n'est pas un peuple à provoquer. Voilà. Ça aurait été de la provocation, une tentative. Donc, c'est l'attitude du gouvernement italien est assez conciliante, pour 1000 raisons. Entre autres, parce que les cadavres des prolétaires, comme dit Michel Perrault, n'émeuvent pas autant que d'autres cadavres. L'émotion s'arrête à la frontière des classes sociales à l'époque. Donc ça aussi, il ne faut pas oublier que en Italie, avec 7% des Italiens qui votaient, et ces immigrés étaient des citoyens de deuxième zone, sans aucun doute, hein, parce qu'ils ne votaient pas.